Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir être auditionnée par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Et voilà, je sais que nous partageons beaucoup de choses et je suis ravie de vous présenter le rapport effectivement remis au gouvernement, au Premier ministre ainsi qu'à Roselyne Bachelot et Elisabeth Moreno. C'est l'aboutissement d'une mission qui a été déclenchée en effet par le gouvernement précédent. Sous l'impulsion de Marlène Schiappa et de Franck Riester, cette mission a été confiée par Édouard Philippe. Alors, ce rapport, il trouve sa genèse, vous l'avez rappelé, en avril, mais je vais prendre une date précise, celle du 5 avril. Le 5 avril, c'est une du Parisien qui titrait il raconte le monde d'après sous les portraits de 4 hommes, certes experts, mais cette une, nous avons été nombreuses et nombreux à y réagir, puisque pour certains, comme pour moi, nous pensions que c'était une fausse une. Nous n'imaginions pas qu'en pleine crise, nous puissions arriver à ce type de une qui excluait complètement les femmes du monde d'après. Et donc, c'est cette une qui a déclenché cette mission, questionner la représentation des femmes dans les médias en temps de crise et puis surtout formuler des recommandations pour la place des femmes dans ces médias, qu'ils soient audiovisuels ou presse écrite. C'est important de pouvoir le préciser. Et puis, dans notre acception, c'est vraiment tant dans les contenus que dans l'organisation. Alors, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, nous avons mené 80 auditions, ce qui a contribué à vraiment rencontrer plus de 200 personnes. Nos travaux ont été facilités et c'est un bienfait, s'il en est de la crise, c'est que nous avons pu, en visioconférence, mettre en place une consultation sur un temps vraiment court de représentants des médias, des journalistes, des associations, des intellectuels, des syndicats, des experts et des expertes elles-mêmes, principalement français. Mais on voulait vraiment regarder aussi et avoir des échanges avec ce qui se passait à l'étranger. Donc, nous avons pu comme ça échanger avec des acteurs de Suisse, des États-Unis ou encore du Royaume-Uni. Alors rapidement, ce qui apparaissait comme étant très important, c'était de ne pas rester dans le ressenti, mais vraiment de pouvoir objectiver. Nous avions le sentiment de voir, au-delà de cette une du Parisien du 5 avril, moins d'expertes et moins de femmes prenant la parole dans les médias. Et il est apparu nécessaire de réaliser tout un nombre d'études. Certaines études existaient depuis longtemps, d'autres, et c'est cela qui manquait, ne pouvaient pas se concentrer sur la période ad hoc. Il était important de pouvoir faire ces analyses. Alors, je pense au travail notamment de l'INA. L'INA, ça a été très précieux puisque l'Institut national de l'audiovisuel a pu mener 2 études sur cette période. Une première sur les bandeaux d'incrustation à la télévision, sur les invités et les experts. Et puis une seconde, vraiment dopée par l'intelligence artificielle. L'INA a pu regarder et comparer le temps de parole des femmes dans les médias pendant la crise Covid-19, comparé au mois équivalent en 2019. Et ça représente des milliers d'heures qui ont pu être comme ça investiguées. Et je tiens à souligner, j'y reviendrai, le rôle de la technologie dans la recherche et pour l'égalité. Je veux aussi bien sûr mentionner le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui, depuis 5 ans, contribue à pouvoir mesurer la place des femmes dans les médias audiovisuels. Et là, ils ont accepté de contribuer à la mission en lançant une étude ad hoc sur la représentation des femmes dans les médias audiovisuels pendant la pandémie. De la même façon, je veux remercier le service des droits des femmes de l'égalité parce qu'ils ont mené une analyse sur les presses, on va dire les 7 quotidiens nationaux, dans leur une comme dans leur page débat, pour pouvoir comme ça de nouveau compter. Et c'est précieux parce que les données chiffrées dans la presse écrite sont encore plus rares et il faut pouvoir s'en doter. Enfin, j'ai pu m'appuyer également sur une étude menée par l'association Media Club L, en partenariat avec Audience, sur la place des femmes dans les métiers du journalisme. Alors, cette étude elle est arrivée au moment du confinement, mais elle se basait bien sûr sur des chiffres qui étaient avant cela. Alors, ce sont donc des travaux, toutes ces auditions qui permettent d'objectiver et de dresser un constat. Je me suis principalement intéressée au contenu d'information. Même si j'ai à cœur de questionner aussi toute l'influence et la place de la représentation des femmes dans les fictions. On pourra y revenir si vous voulez, mais ce que l'on a pu constater
c'est que si la crise sanitaire a conduit indéniablement à une baisse de la présence des femmes dans les contenus d'information, force est de constater que la situation d'avant-crise n'était pas satisfaisante. Les femmes sont déjà en temps normal sous-représentées aux heures de forte audience. À titre d'exemple, lorsque vous regardez la télévision le soir, entre 21h et 23h, eh ben, vous entendez, vous voyez des hommes, en moyenne 1h30 sur ces 2 heures. Voilà, donc ça vous montre quand même que déjà nous sommes bien loin d'une égale représentation. Le deuxième constat, c'est que la situation s'est dégradée, notamment sur les expertes présentes dans les médias audiovisuels. À titre d'exemple, dans certains journaux télévisés, en mars, nous sommes tombés à moins de 10% d'expertes. Alors en avril, on a pu remonter à 20%, mais il faut imaginer que d'habitude, nous sommes plutôt autour de 35 à 40%. Donc il y a eu un véritable phénomène de décrochage au mois de mars. C'est dû au caractère inédit de la crise, mais c'est surtout dû peut-être à un manque de vigilance et de réactivité aussi tout de suite dans cette crise pour pouvoir aller chercher les expertes. Alors, ces constats ont été corroborés par l'INA. Vous en trouvez les détails, notamment aussi dans le rapport, mais vous avez aussi tous les détails aussi dans les documents prévus par l'INA. Bon, c'est minoritaire à la télévision, et puis l'INA a pu développer avec Marlène Koulongouli l'appréciation du statut d'autorité. Et ça, c'est vraiment dans le travail sur les bandeaux d'incrustation. La façon dont ont été présentés les rares experts qui étaient là et les rares témoins femmes étaient vraiment les délégitimer en fait. On ne leur donnait pas dans la description de leur fonction ou de leur point de vue autant de légitimité que des hommes. Et donc ça, c'est important de pouvoir le souligner aussi. Et puis l'INA, par sa seconde étude ad hoc, a bien montré qu'il y avait une baisse de la présence vocale des femmes, en particulier sur les chaînes privées d'information en continu. Alors, cette situation de sous-représentation des femmes dans les contenus d'information, elle est identique dans la presse écrite. Si je me réfère à l'étude qui a été faite par le service des droits des femmes, on est, pendant la crise, sur les 7 quotidiens nationaux, à seulement 16% de personnalités femmes en une. 16%, c'est très peu. Et je tiens à le souligner que, par contre, quand il s'agit de représenter des gens anonymes, alors là, on veut bien mettre des femmes et on arrive à 52%. Donc, voilà, comme quoi c'est peut-être possible, mais encore, c'est une histoire de volonté pour le faire aussi sur les paroles légitimées. Alors, les radios n'échappent pas davantage à ces mauvais chiffres, avec en moyenne 23% d'invités femmes sur les matinales radio de mars à mai 2020. Ça, c'est vraiment des chiffres que nous avons remontés nous-mêmes, ce qui a été très précieux, puisque dès qu'on les a eus en possession, nous pouvions faire réagir nos interlocuteurs de la radio sur ces chiffres. Parfois, ils ne l'avaient pas. Donc, ça montre qu'il faut vraiment avoir une intention et une vigilance constante. Alors, si on s'intéresse maintenant, non pas au contenu, mais aux organisations, à la présence des femmes dans les structures médiatiques, on voit très bien que les femmes sont moins présentes aux postes à responsabilité dans les médias, et en particulier dans les postes à responsabilité éditoriale, alors que les femmes représentent 47% des journalistes, elles ne sont que 30% dans les journalistes dirigeantes. C'est vraiment issu de l'étude Media Club L, qui constate aussi que la différence de rémunération entre les journalistes femmes et hommes est même supérieure à la moyenne de différence de rémunération pour les postes égaux dans le reste de la société. En général, on est plutôt à 13-14%, là on est à 17%. Donc, fort de ces constats et de ces nombreuses auditions, dont parfois certaines ont été très surprenantes, que ce soit sur la façon dont s'organisaient les médias face à la crise, quand on voulait savoir comment justement la présence des femmes et des hommes était assurée dans les conférences de rédaction, parfois on nous a simplement dit que les conférences de rédaction, il n'y en avait plus. Donc c'était assez troublant sur le trouble justement qu'ont connu l'organisation des médias pendant cette pandémie. On a pu être aussi surpris de la prise de position de personnes qu'on sait engagées, mais qui, pour elles, la question de l'égalité et de la représentation n'était pas forcément la priorité. La priorité était à la fiabilité des informations. Or, moi, je suis convaincue, et j'imagine comme vous, que la fiabilité des informations, ça passe aussi par le fait de recouper les sources et donc de veiller
veiller à ce que la diversité soit assurée dans les sources et les différents points de vue. Alors bref, à partir de ces échanges, on a formulé 26 préconisations. Certaines sont spécifiques au fait d'avoir une vigilance et une réponse aux crises, mais bien sûr, puisque je vous le disais, la situation de la présence des femmes dans les médias n'était pas satisfaisante avant, ces préconisations veillent aussi à pouvoir améliorer en temps normal, si l'on peut dire. Et ces préconisations, elles ne sont pas qu'à l'encontre d'un public ou d'un autre. On pourrait dire, c'est au pouvoir public de le faire, c'est aux médias. Non, en fait, c'est une responsabilité partagée. Et certaines préconisations sont à la main des médias, d'autres aux institutions publiques, telles que, par exemple, le CNC ou le CSA, à la main du législateur ou du pouvoir réglementaire, mais aussi à la main de tout citoyen et toute citoyenne. Alors, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des préconisations, mais pour autant, je veux pointer qu'à la main des médias, ce qu'il existe, c'est cette invitation à pouvoir compter. C'est pour moi un préalable pour vraiment non seulement pouvoir faire le constat, mais surtout le réactualiser toujours. Donc, le fait de compter est important. Et les médias doivent objectiver la situation, compter à plus forte fréquence et on doit vraiment les encourager à utiliser les outils existants. Le fait de compter, on le sait, c'est rébarbatif. On peut se dire que ça nous permet d'être sensibilisés, mais aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de le faire de manière plus automatique et comme ça de pouvoir favoriser une vigilance accrue et plus fréquente. Je vais vous parler de 2 outils. Le premier outil, c'est l'INA Speech Segmenter. Alors, en bon français, c'est ce que l'INA utilise. C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour pouvoir comme ça analyser des heures et des heures de médias à partir d'un fait qui est que la tessiture de voix des femmes n'est pas la même que les tessitures de voix d'hommes. Et donc, l'on peut comme ça repérer des milliers d'heures et faire des agrégats de données. Et cet outil, c'est vraiment un véritable progrès technologique dont la recherche s'est saisie et qui peut servir aujourd'hui à tous les médias. Une seconde initiative dans les outils qui sont à notre disposition, c'est le paritomètre. Le paritomètre, c'est mis en place par un journal suisse, Le Temps, et ça permet de mesurer en temps réel le nombre de fois où le nom d'une femme ou d'un homme est cité dans un article ou alors vient signer une contribution, que ce soit par exemple une tribune. Et ce paritomètre est complètement visible par les lecteurs et par n'importe qui, puisque ça se trouve sur le site du journal suisse. Alors bien sûr, il faut affiner, mais ça donne toujours des tendances et le journal s'y attache pour éventuellement solliciter plus de femmes quand il y a eu des baisses dans le nombre de contributions. Mais ça, je tiens à le souligner, c'est un outil qui est en open source. Donc ça veut dire que c'est à la disposition des autres médias pour l'adopter et le faire tourner sur leur page numérique. Et en ce sens, on a travaillé avec le Parisien notamment. Alors, quand on dit en open source, ça demande quand même un travail de développement pour l'adapter à son logiciel d'édition et de mise en ligne numérique. Mais il est important de mettre en lien ces différentes initiatives avec les médias les plus volontaristes. Ces outils ne vont pas être l'alpha et l'oméga pour régler la question. Je pense qu'aujourd'hui, il faut affiner, puisque nous pourrions nous contenter de regarder quel est le nombre d'heures de parole apportées aux femmes et aux hommes, et puis peut-être passer à côté de vrais sujets comme sur quelle thématique on fait intervenir les hommes ou les femmes. On pourrait se dire que bien, finalement la parole est bien répartie, oui, mais c'est dommage parce que sur les thèmes de l'éducation et de la sécurité, les hommes sont en grande partie présents, alors que sur d'autres thèmes, les femmes sont largement plus présentes, alors que sans doute que les hommes aussi ont leur mot à dire sur des questions comme l'éducation, par exemple. Donc, il faut pouvoir toujours affiner, compter, c'est aussi en qualité.
Ces outils sont des exemples, ils peuvent être mutualisés, mais ils peuvent être aussi accompagnés par la mise en place de chartes d'engagement, d'actions de sensibilisation, de formation. Ici, dans cette commission, j'en suis sûre, nous sommes convaincus par la nécessité de pouvoir sensibiliser et former. Ce sont des outils à leur disposition, mais l'État se doit d'accompagner les médias, et en particulier de presse écrite, parce que, on pourrait y revenir, la culture est vraiment différente dans les médias audiovisuels, et dans les médias de presse écrite. Les médias audiovisuels, par l'impulsion du CSA et les missions qui lui ont été confiées par le législateur, eh bien, forcément, ils sont beaucoup plus sensibilisés, ils doivent rendre des comptes pluriannuels pour cela. Alors l'État, comment accompagner les médias? Et ça, je veux faire référence à la préconisation numéro 12 de mon rapport, qui vise à mettre en place un bonus sur les aides à la presse pour les entreprises qui se doteraient soit d'outils de comptage, soit de chartes d'engagement ou encore d'outils de formation ou de sensibilisation. Ce bonus, il a un effet incitatif, et vous imaginez bien qu'à enveloppe constante, ce qui n'est pas le cas en ce moment avec les multiples aides à la presse que l'on met en place. Et vous imaginez bien que s'il y a des bonus pour certains, eh bien, il faudrait aussi pointer certains malus. Et quand vous n'avez pas de respect d'obligations légales, notamment en termes d'égalité salariale, on pourrait se dire aussi que ça fait l'objet d'un malus. L'idée est de pouvoir commencer par l'incitation, mais peut-être d'aller jusqu'à la conditionnalité de ces aides à la presse fondées sur des critères de respect de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis pleinement consciente des difficultés qui existent aujourd'hui pour les entreprises à la presse. On a eu l'occasion d'y revenir. Il y a des réponses, mais on peut être aussi incitatif qu'exigeant. Et moi, je pense que cette solution du bonus d'incitation pour aller progressivement vers une conditionnalité peut s'apparenter et peut vraiment s'appliquer à l'état actuel. Au-delà d'aider, l'État doit aussi mieux contrôler. Et c'est notamment le sens de la préconisation numéro 11 qui a d'ores et déjà été mis en œuvre. On parle d'un rapport qui a été remis au mois de septembre, mais dès décembre, la préconisation numéro 11 a été mise en place. Quelle est celle-ci? C'est de pouvoir mettre dans le décret relatif aux conventions passées entre l'État et les entreprises de presse que celles-ci doivent spécifier les engagements des entreprises en matière de respect de la parité entre les femmes et les hommes. Et ça a été fait le 9 décembre dernier et je ne peux que m'en réjouir. Pour mieux contrôler aussi, il faut que le CSA dispose de davantage de moyens. Le CSA dispose et met en place des moyens pour remonter un baromètre annuel que vous connaissez, qui est présenté chaque mois de mars. Mais nous pourrions inviter le CSA à enrichir ses indicateurs, à pouvoir livrer plus fréquemment ces chiffres, mais pour cela, il faut aussi que le CSA dispose de davantage de moyens. Et c'est des moyens qui permettent de renforcer son contrôle, notamment pendant les périodes d'urgence et de crise. Et ce que j'aime à spécifier, c'est qu'on puisse vraiment le faire sur les émissions de savoir, d'information et de débat, très spécifiquement. Et donc, ce sont des moyens qui recoupe les préconisations 1 à 4 de ce rapport. Et je ne doute pas qu'on aura l'occasion d'en débattre, puisque très prochainement, et ça a été encore évoqué hier, nous devrions nous repencher sur la fusion entre le CSA et la Hadopi. Moi, j'imagine très bien que dans ces débats, nous pourrons et nous devrons bien sûr prendre en compte toutes les missions qui sont dévolues à ces deux entités pour pouvoir mesurer quels sont les moyens à mettre en place pour accompagner au mieux ces missions. Alors, toujours à la main des pouvoirs publics, je voudrais signaler aussi le rôle du CNC. Et là, je fais référence à la fiction, qu'elle soit de l'ordre du cinéma ou de l'audiovisuel. Le CNC, depuis 2019, a mis en place un bonus parité. Et ce bonus parité, il marche plutôt bien. Il s'intéresse au milieu du cinéma. Ça donne 15% d'aide automatique en plus pour les films dont les équipes de tournage sont paritaires. Moi, je souhaite
que l'on puisse faire la même chose pour l'audiovisuel. Il n'y a pas de raison que dans le cinéma, on puisse le faire et que dans l'audiovisuel, on n'ait pas cette exigence. Ça correspond à beaucoup de métiers. L'audiovisuel, les fictions qui sont diffusées ont gagné en puissance. Il faut pouvoir aussi mettre en place ce bonus parité dans l'audiovisuel. Sur le CNC, nos discussions aussi ont porté sur le contrôle a posteriori des œuvres produites, parce qu'on nous a beaucoup fait référence à certains clips musicaux, notamment, qui ont bénéficié d'aides financières, mais dont le résultat produit eh bien, pouvait présenter pouvait être en fait le véhicule de grands stéréotypes sur les femmes, mais des stéréotypes qui desserrent complètement l'image des femmes. Et ces représentations sexistes et dégradantes, nous devons les questionner. Moi, je souhaite vraiment qu'on puisse s'engager sur la façon dont on peut offrir ce contrôle a posteriori pour rappeler aux producteurs qui ont pu bénéficier de ces aides qu'il n'est pas question qu'ils le refassent. Alors, on pourrait même aller plus loin en disant qu'une partie de l'aide pourrait être retirée a posteriori si l'œuvre dessert ça. Alors, nous aurons l'occasion d'y revenir. Il ne faut pas que ça soit de la censure a posteriori, mais quand ça vient dégrader l'image des femmes, je pense que ça mérite notre attention. Enfin, et c'est le rôle aussi de l'État, c'est de pouvoir encourager les bonnes initiatives. Et là, je veux faire référence au soutien financier qui a été apporté par le ministère de la Culture et qui a été confirmé au mois de décembre au site lesexpertes.fr. C'est une démarche qui avait été lancée par Marie-Françoise Colombani de recenser les experts dans différents domaines pour pouvoir dire aux journalistes, vous nous dites que vous n'en trouvez pas, ce n'est pas une excuse, nous en avons, nous vous les mettons sous le nez. Au départ, c'était 40, puis 100 experts. Aujourd'hui, le site des experts, c'est plus de 3000 experts à disposition des journalistes qui peuvent le consulter gratuitement. Et aujourd'hui, alors que la pérennisation financière du site était en jeu, eh bien, nous avons la confirmation depuis le mois de décembre que le site des experts va continuer, et notamment par l'apport d'un soutien financier du ministère de la Culture. Il faut souligner que de nombreux médias se sont engagés également autour de cette initiative. C'est important, c'est non seulement la mise en visibilité des expertes femmes, mais aussi de nombreuses connaissances et savoirs qui restaient encore invisibles aux yeux des médias. Et donc, c'est une manière aussi de valoriser notre recherche dans les médias. Alors, la responsabilité du législateur, et je vois le temps qui se déroule, je vais essayer d'accélérer, c'est notamment, pourquoi pas, de créer un index spécifique aux médias. Vous savez, à l'instar de l'index Pénicaud sur l'égalité professionnelle, on a vu son effectivité. Eh bien, là, je pense qu'il serait intéressant de préciser et de dégager des indicateurs spécifiques aux médias. Je vous ai parlé tout à l'heure de la présence des femmes dans les postes à responsabilité éditoriale. Eh bien, ça, c'est complètement gommé par l'index Pénicaud, puisque nous prenons en compte toute l'organisation des médias, et que ça soit dans le service de marketing ou au cœur de la rédaction, eh bien, tout est un peu mélangé. Nous pourrions dégager des index spécifiques. Les médias sont un des secteurs, nous pourrions imaginer aussi déclinaisons sur d'autres secteurs. Nous pouvons aussi évoquer la création des observatoires de la parité et d'égalité hommes-femmes dans les médias. J'ai eu l'occasion d'échanger très récemment avec le président de l'Assemblée nationale aussi, et de voir comment l'Assemblée nationale et le Parlement pouvaient aussi avoir ce rôle, puisque nous représentons le peuple, nous avons un rôle là-dessus. On a des responsabilités aussi pour les entreprises et les institutions. Il faut pouvoir que chaque institution se dise qui sont mes porte-paroles, qui je recommande auprès des médias, qui je forme aussi également, quel visage je donne à voir de mon institution. Et ça, c'est à la main de toutes les entreprises, toutes les institutions. On a aussi tous les dispositifs d'éducation aux médias et à l'information qui sont encouragés pour plusieurs vertus. On sait, et on l'a encore rappelé ces derniers mois, suite au travail important qu'il faut faire
sur les valeurs républicaines et l'éducation aux médias nous permet de développer cet esprit critique. Mais l'éducation aux médias l'est déjà et favorise une compréhension de l'égalité, une exigence de cette égalité dans les médias. On peut aussi parler des modules de formation qui pourraient être mis en place. On y travaille avec l'INA notamment, mais aussi avec d'autres acteurs. Il y a vraiment des choses à faire en ce sens. Alors, ce rapport, vous l'avez compris, présente des préconisations. J'ai souhaité opérationnel pour que nous puissions vraiment, toutes et tous, en tant que législateurs, pouvoir réglementaire, journalistes, dirigeants des médias, qu'on puisse agir à améliorer la représentativité des femmes dans les contenus et les organisations des médias. Cette crise nous a conduit à nous questionner. Je souhaite qu'elle soit aussi une opportunité pour que nous agissions de concert, femmes et hommes, n'oublions pas, car comme l'avait écrit Olympe de Gouges, c'est une citation que vous connaissez sûrement, mais dans sa déclaration des droits de la femme et des citoyennes, la femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit également avoir celui de monter à la tribune, et les médias en sont une. Je vous remercie. Merci.